Premier bilan de l'opération Drapeau Blanc, 30% d'accidents en moins sur les routes. Nous ferons le point exact. Les têtes tombent en Algérie. Le président Benjedid a limogé le patron du FLN, Mohamed Messadia. La polémique continue sur la pilule abortive, le RU 486. Au même moment, aux États-Unis, nombreuses manifestations contre l'avortement à l'approche des élections. Les prisons, toujours au bord de la rupture. Mutinerie, grève des gardiens. Dans le journal, le reportage de l'équipe d'Antenne 2, dans la prison des Baumettes. Bonsoir. Parmi vous tous, qui peut dire qu'il n'a jamais été touché, lui ou ses proches, par un accident de la route? Personne. Vous, comme moi, notre vie a été modifiée, brisée peut-être, par un de ces drames stupides et quotidiens. Alors il faut faire quelque chose. C'est pourquoi depuis le début de ce week-end de la Toussaint, Antenne 2 a lancé l'opération Drapeau Blanc. Un petit chiffon blanc qui peut paraître ridicule mais qui sert à une prise de conscience générale. Nous voulons que cesse cette hécatombe. Cela fait maintenant 24 heures que nous avons commencé le comptage. Alors Gérard Holtz, où en sommes-nous ce soir, Gérard? Eh bien écoutez, on peut, je crois, d'ores et déjà dire, Hervé, ça marche. L'opération Drapeau Blanc, ça fonctionne. Maintenant, c'est une certitude. Alors il faut que ça continue, attention. Nous ne sommes qu'à mi-chemin, disons. Mais pour l'instant, l'opération Drapeau Blanc, ça marche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que entre 15h et 18h sur les routes de France, il n'y a pas eu de mort cet après-midi. C'est la première fois que cela arrive au cours de l'opération Drapeau Blanc. Cela ne s'était pas produit, par exemple, en 1983, au cours du fameux week-end de référence. Maintenant, on va voir les chiffres en détail, si vous le voulez. Regardez, en 1983, 154 accidents corporels, 247 blessés, 5 morts au cours de la période de référence, donc cet après-midi, entre 15h et 18h. Aujourd'hui, 97 accidents, 123 blessés quand même dans les hôpitaux, mais 0 tué, pas de mort cet après-midi entre 15h et 18h. Et là, le bilan depuis donc 24 heures maintenant. La période test en 83, 960 accidents, 1438 blessés, 57 tués. Aujourd'hui, le bilan pour 24 heures d'opération donc, 954 blessés, moins de 1000 blessés dans les hôpitaux. Ça, c'est déjà aussi une réussite. C'est terrible, attention, c'est terrible. Mais par rapport à 83, c'est une réussite. 33 morts. 33 morts depuis 24 heures maintenant. Là aussi, c'est un chiffre terrible, mais c'est en amélioration. Et quand je dis l'opération Drapeau Blanc, ça marche, la sensibilisation du public par l'intermédiaire d'Europe 1, d'Antenne 2 et des AGF. Regardez, sur notre opération comptage des drapeaux blancs, c'est un sondage. Hier, il y avait 6% des voitures qui roulaient qui avaient un drapeau blanc. Aujourd'hui, nous en sommes à 11%. Voilà le dernier chiffre. 11% des voitures qui circulent mettent le drapeau blanc, c'est-à-dire que 1 400 000 voitures ont un petit drapeau blanc. Je considère, et nous considérons, toute l'équipe de Drapeau Blanc, c'est-à-dire Guy Lecomte, les producteurs, Claude Séraillon et moi-même, que c'est une réussite. Cela veut dire qu'il y avait hier, je vais un peu vite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'actualités, mais c'est très important cette opération, il y avait 19 vies sauvées par rapport à 1983. Ce soir, nous en sommes à 24 vies sauvées. Par rapport à 1983, il y a eu 24 vies épargnées parce que les conducteurs sont plus raisonnables. Je tire simplement le signal d'alarme pour la nuit qui vient. Attention, le samedi soir, c'est la nuit la plus difficile. C'est là où on boit le plus. On se livre à des libations qui souvent coûtent très cher pour les accidents de la route. Alors attention ce soir sur les routes. Si vous buvez, ne conduisez pas, restez prudents. Merci Gérard et rendez-vous bien sûr tout au long du week-end et puis continuons. Le reste de l'actualité, le référendum en Nouvelle-Calédonie, c'est dans 8 jours maintenant, le week-end prochain. Les leaders font campagne et Jacques Lafleur s'en est pris à certains dirigeants du RPR. Jacques Lafleur représente pourtant le RPCR, très proche du parti gaulliste. En Nouvelle-Calédonie, comment se prépare le référendum? Comment a été vécu le retour au calme? Dominique Thiers et Bruno Carrette sont allés chez les Mélanésiens à Canala. Ils ont posé les armes. En avril dernier, ils étaient tous cagoulés, fusils à la main. À 6 mois d'intervalle, Canala est presque méconnaissable. Il a fallu reconstruire les maisons qui avaient brûlé, réinstaller le téléphone, boucher les tranchées qui avaient été creusées, inciter les plus jeunes à travailler. Pas une mince affaire lorsqu'on a passé plusieurs mois à mettre en place des barrages. Petit à petit, Canala revit, avec des réunions où l'on élabore des projets, une unité de production de café, une usine de fabrication de jus de fruits, une reconversion totale pour certains militants du FLNKS. Cette volonté de redémarrage, c'est, nous dit-on, le résultat des accords de Matignon, bien que difficilement et douloureusement accepté. Nous, il nous a fallu
2 conventions pour avaliser les accords de Matignon. Mais c'est qu'au départ, on n'y croyait pas. C'est qu'au départ, on se posait la question de savoir si les militants de l'UVA étaient morts pour rien. UVA dans toutes les mémoires. Et bien des rencontres entre membres du FLNKS se terminent comme ici par quelques instants de recueillement. Dimanche prochain, ils iront voter pour la première fois depuis 4 ans. Voter oui. Nous, on a été demandeurs de ce référendum pour sceller les 10 ans. Alors, aller voter non, c'est contradictoire à ce qu'on demande. Mais est-ce que vous êtes confiante dans le résultat du référendum? Est-ce que vous croyez à ces accords Matignon? Les accords de Matignon, c'est une proposition de M. Rocard. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, actuellement, on est dedans. À partir du moment où on est dedans, avec M. Rocard, avec M. Lafleur, on fait de sorte que ce soit positif à nous. On crée les conditions pour que ce soit positif à nous. 10 ans, un pari fragile, mais un pari que tous semblent vouloir tenir au nom de ceux qui bientôt prendront la relève. Un 3e incendiaire incarcéré, Georges-Éric Leroux, un militaire de 28 ans, a reconnu avoir participé à la pose de l'engin incendiaire au cinéma Saint-Michel. Il s'agit de ce cinéma où était projetée La dernière tentation du Christ, le film de Scorsese. Toutes les personnes arrêtées appartiennent à une mouvance de catholiques intégristes. Agnès Poirier. 9 personnes inculpées, les auteurs de l'attentat contre le cinéma Saint-Michel, sont ce soir sous les verrous. Tous évoluaient dans les milieux catholiques traditionnalistes et intégristes. Tout d'abord mis en cause, le centre Charlier et Chrétienté Solidarité. Ici, dans le 18e arrondissement, sous l'égide de Bernard Anthony, député européen du Front National, se retrouvent de nombreux sympathisants de la cause traditionnaliste. Bien sûr, nous avons appelé à manifester, nous affirme-t-on ici, mais nous n'avons rien à voir avec cette affaire. Pourtant, 3 des inculpés, et notamment Michel Valadier, sont bien connus ici. Monsieur Valadier, effectivement, a été pendant un laps de temps assez court permanent du Centre Charlier. Il n'a jamais été secrétaire général du Centre Charlier comme on l'a écrit dans à peu près tous les journaux. Monsieur Valadier nous a quittés parce que peut-être qu'il trouvait que le Centre Charlier était un peu trop mou et n'acceptait pas certaines directives. En clair, le centre Charlier et Chrétienté Solidarité restent fidèles à Rome, quand Monseigneur Lefebvre consacre 4 évêques à Écône en juin dernier. C'est la scission. Les dissidents du centre Charlier créent itinéraire de chrétienté et se réunissent ici, dans le 15e arrondissement à Paris, chez Emmanuel Dousseau. Arrêté dès jeudi dernier et inculpé d'association de malfaiteurs, ce jeune homme de 23 ans est considéré par la police comme l'organisateur de l'attentat de dimanche dernier. Et décidément, les vieux démons ressurgissent à la moindre occasion et l'intolérance avec. Au moment où en France, un combat d'arrière-garde est mené pour faire interdire la pilule abortive, le RU 486, au même moment, les ligues de vertu manifestent aux États-Unis contre l'avortement toujours. Il faut dire que là-bas, l'élection présidentielle, c'est dans 3 jours. Reportage, Paul Naon. Ils étaient plusieurs centaines ce matin devant l'entrée d'une clinique d'avortement dans l'État de New York. Les organisations anti-avortement ont lancé en effet une campagne sans précédent pour faire fermer ces cliniques dans tout le pays. Des manifestations qui ont pris un tour nouveau après la décision du gouvernement français d'autoriser la pilule abortive. Même avec cette pilule, c'est un meurtre et je suis contre. En cas de viol ou d'inceste, acceptez-vous l'avortement? Pourquoi devrions-nous tuer un enfant dans le ventre de sa mère pour un crime qu'il n'a pas commis? Parmi la foule, des contre-manifestants qui demandaient aux forces de l'ordre de faire respecter la loi, c'est-à-dire d'arrêter les anti-avortements. En effet, l'avortement est légal aux États-Unis et quiconque bloque l'accès de ces cliniques est passible de prison et d'amende. Presque impossible d'arrêter tous ces gens-là. En juin dernier, nous en avons arrêté 175 et déjà les tribunaux étaient submergés. C'est le droit de chaque femme de pouvoir choisir, quelles que soient ses convictions personnelles. La démocratie doit permettre la liberté de penser, mais aussi d'avorter. À quelques jours de l'élection présidentielle, ce problème divise profondément l'Amérique. George Bush a pris parti contre l'avortement,
Mike Dukakis, le démocrate, pour. Dernière réaction en France dans la polémique sur la pilule abortive, celle du professeur Minkowski. Il se félicite de la décision du ministre de la Santé de mettre en demeure le laboratoire Roussel-Uclaf de distribuer ce médicament. Quoi qu'il en soit, l'avortement n'est jamais un problème bénin, qu'il soit chirurgical ou qu'il se fasse à l'aide de cette pilule RU 486. Alors faisons le point précisément sur ce traitement avec Delphine Delacelle. Elle est au centre d'une polémique idéologique, économique et politique. Mais c'est avant tout un avortement, donc un traumatisme, car il s'agit ici d'un traitement sous haute surveillance médicale et non d'une simple pilule. Il y a la prise de RU, plus 48 heures plus tard l'injection de prostaglandine, puis 8 jours plus tard un nouveau contrôle avec une prise de sang pour voir si l'hormone de grossesse a bien baissé dans le sang, et un contrôle gynécologique pour voir si la fausse couche est bien évacuée. Donc c'est pas si simple, on ne peut pas la distribuer comme ça, on ne peut pas le prendre dans un cabinet médical, c'est dans une structure de centre, en milieu hospitalier, avec une surveillance pour le RU, la prise de prostaglandine et le suivi médical par la suite. L'injection de prostaglandine permet la réussite dans 95% des cas. Sarah a eu 2 avortements. La première fois, c'était la méthode traditionnelle, la seconde, ce nouveau traitement. Autant l'IVG traditionnel implique après l'intervention tout est terminé, alors que là, malheureusement, on est toujours dans l'attente. On ne sait pas, on est toujours assez anxieux. Et bon, hormis la douleur qu'il peut y avoir, bon, pour moi, j'ai absolument pas souffert, c'est très bien passé. On est toujours 1 semaine, 2 semaines après, les écoulements continuent, on est toujours inquiet de savoir si tout est parti. Donc psychologiquement, c'est assez difficile à vivre quand même. Mais il y a aussi 5% d'échecs. Pour Annick, tout s'est à peu près bien passé jusqu'au moment où... 2 jours plus tard, j'ai eu une hémorragie. J'ai perdu toute la journée. Et le médecin est venu, enfin un gynécologue est venu. Je me suis évanouie, j'ai fait une crise de tétanie, on m'a hospitalisée. Donc on a dû me faire une aspiration à l'hôpital. On avait une petite feuille nous prévenant de ce qui risquait d'arriver, que si on avait un problème, qu'on prévienne et qu'on aille à l'hôpital. Mais bon, il dédramatise tellement la chose que j'ai pas tellement prêté attention en plus à ça, pensant que de toute façon je devais saigner pendant 1 semaine et que pas de problème. Aucun médicament ne peut revendiquer l'efficacité absolue. Mais le taux d'échec, aussi faible soit-il, peut dans certains cas avoir des conséquences encore insoupçonnées. Une femme qui a pris le RU plus une injection de prostaglandine ne peut pas poursuivre sa grossesse. Il faut absolument que si c'est un échec, si ça se passe mal, s'il y a une hémorragie, s'il n'y a pas d'expulsion complète, il faut qu'il y ait un contrôle. Donc ce contrôle, on va l'effectuer que si la femme revient en consultation, qu'il y a un accueil, qu'il y a une structure hospitalière. Sinon, dans la nature, si elle poursuit sa grossesse, qu'est-ce qui se passe? On sait que le RU 486 peut empêcher le développement correct chez le fœtus animal. Mais on ne connaît pas son action au niveau humain. Et c'est dans ce sens-là que l'on est très précautionneux et qu'on demande qu'il n'y ait pas de grossesse qui se développe sous RU. Progrès incontestable de la science, cette nouvelle méthode d'avortement est donc envisageable dans tout pays dont l'infrastructure permet d'assurer un suivi médical sans faille. L'actualité internationale maintenant. Au Proche-Orient, nouvelle tension à l'approche des élections israéliennes. Elles auront lieu mardi. Ce samedi, c'était jour de grève générale dans les territoires occupés. Une grève très suivie qui a donné lieu à des violences et des heurts. Il y a encore des blessés. Charles Anderlin à Jérusalem. L'ordre de grève avait été lancé par le comité clandestin du soulèvement et aussi par l'organisation intégriste musulmane, le Hamas. Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie étaient entièrement paralysées. Des villes comme ici Ramallah ont observé volontairement une sorte de couvre-feu. Les habitants sont restés enfermés chez eux. La circulation routière était réduite au strict minimum. Les accrochages entre l'armée et des manifestants ont fait une dizaine de blessés selon les sources israéliennes, plus de 30 selon les Palestiniens. Les militaires craignent de nouvelles manifestations dans les prochains jours, avant les élections israéliennes mardi. Le dispositif de maintien de l'ordre sera renforcé, alors que 30% des électeurs israéliens n'ont toujours pas décidé de leur vote. Un incident grave, un durcissement du soulèvement palestinien pourrait influencer le résultat du scrutin. Et à propos des territoires occupés, cette question. Qui est responsable de la mort de plusieurs dirigeants de l'Intifada, c'est-à-dire des dirigeants du soulèvement palestinien? On parle d'unités spéciales entraînées à assassiner les militants palestiniens. Ce pourraient être des unités de l'armée israélienne ou encore des groupes appartenant aux services secrets.
C'est un sujet mystérieux en Israël, c'est aussi un sujet tabou. Il est bien difficile d'avoir des informations. Martine Laroche-Joubert et Gilbert Uzan sont parvenus à enquêter à Yatta, en territoire occupé. Reportage. Pantalons militaires, les t-shirts, ces hommes font partie d'unités anti-guérilla chargées d'infiltrer les territoires occupés. Ils utilisent d'ailleurs des voitures civiles avec des plaques d'immatriculation palestiniennes, le tout en collaboration avec l'armée. Mais de plus en plus, les Palestiniens les accusent de débarquer dans leur village pour liquider les chefs de l'intifada. Nous choisissons d'aller à Yatta, au sud de la Cisjordanie, où 2 hommes ont été tués il y a 15 jours dans des circonstances pour le moins obscures, au cours d'une journée sans manifestation, selon les Palestiniens. L'accident s'est produit ici. Kamal et Ibrahim marchaient dans cette rue quand subitement une Ford avec des hommes habillés en civil à l'intérieur s'est arrêtée près d'eux. Ils sont descendus et immédiatement ils ont tué Kamal. Son copain était là-bas. Il a essayé de traîner son corps, mais à son tour, il s'est fait tirer dessus. Ils étaient tous les deux des leaders de l'intifada. Les autorités le savaient. Et depuis une semaine, ils recevaient des menaces. Les soldats sont arrivés avec une ambulance. Ils ont dit qu'ils voulaient les soigner. Mais ils étaient déjà morts. Quant à la Ford, eh bien, elle est partie. Toutes ces versions sont aujourd'hui contredites par l'armée. Nous démentons formellement l'existence d'escadrons de la mort. Il n'existe pas de choses pareilles dans l'armée. Il n'y a aucune unité en Israël, aucune, autorisée à ouvrir le feu sur le terrain en contradiction avec les lois et les procédures militaires. En d'autres termes, personne n'a le droit de tuer quelqu'un, sauf en cas de légitime défense. Ces morts inexpliquées, en dehors de toute manifestation de rue, et il y en a plusieurs dizaines en Israël, malgré les enquêtes, créent en tout cas une atmosphère de malaise, de tension même, quelques jours à peine avant les élections. En Algérie, le président Chadli Benjedid fait tomber les têtes. On l'a appris en fin d'après-midi. Il a limogé le numéro 2 du FLN, qui est en fait le véritable patron du parti, et aussi le chef de la sécurité militaire. C'est bien sûr la suite des événements sanglants du début du mois d'octobre. Alors tout de suite, à Alger, Bruno Ledreff. Bruno ? Le remplacement de Chérif Messalia était acquis depuis plusieurs jours, mais personne ici ne l'imaginait si rapide. Selon les observateurs, il ne devait pas intervenir avant le congrès du FLN fixé pour le mois prochain. Souvent présenté comme un tenant de la ligne dure, homme d'appareil, rusé et ambitieux, M. Messalia était non seulement le numéro 2 du FLN, mais également, de fait, le numéro 2 du régime. Son successeur, Abdelhamid Meri, actuellement ambassadeur à Rabat, est une personnalité reconnue en Algérie. Membre du FLN depuis 1955, il fut ministre de la Culture et de l'Information, puis ambassadeur à Paris. Son arrivée à la tête du FLN est bien une nouvelle preuve de la volonté de changement du président Chadli, et cela quelques jours avant le référendum du 3 novembre. La navette soviétique n'est pas partie comme prévu ce matin. Elle était prête, les moteurs et les fusées aussi, mais il y avait une anomalie dans les installations de lancement. Résultat, le compte à rebours a été interrompu 51 secondes avant le tir. Patrick Esther. Ce matin, à l'aube, les 170 millions de chevaux des moteurs de la fusée Energia sont donc restés silencieux. 51 secondes avant la mise à feu, les ordinateurs soviétiques ont automatiquement bloqué le compte à rebours final, et c'est tant mieux. Parce que sans cela, la navette Buran aurait probablement explosé au décollage. Et voici pourquoi. Le nouveau pas de tir de Baïkonour dispose d'un système de tunnel métallique qui permet à l'équipage de gagner la navette en restant assis sur un wagonnet. Ce wagonnet les dépose devant la porte d'entrée de l'engin, située à proximité du nez. Ce bras reste collé à la navette jusqu'aux dernières secondes avant le décollage, puis il doit s'écarter en portant avec lui un second tunnel, véritable toboggan d'évacuation rapide des cosmonautes en cas d'incendie. Mais ce matin, le système s'est bloqué à mi-course sans raison apparente. Et si la navette avait décollé, ses ailes auraient percuté l'obstacle.
Ce soir, les techniciens de Glafkosmos, l'organisme qui est à l'URSS ce que la NASA est à l'Amérique, ces techniciens procèdent à la vidange des 2000 tonnes de carburant des réservoirs. Ce qui signifie que la navette Buran ne fera probablement pas ses 2 tours de terre dans les 24 heures à venir. Le problème des prisons en France, il n'est pas simple. Il y a le surpeuplement, il y a la lenteur de la justice aussi. Résultat, l'été 87, toute une série de mutineries. Et plus près de nous, il y a un mois à peine, la révolte des gardiens qui ont mené une grève très longue. La semaine dernière, nous avions été enquêtés à Muret, la centrale où s'effectuent les longues peines. Voici la suite de notre enquête. Thierry Calmette et Marcel Martin sont allés au Baumette, la prison de toutes les révoltes. Reportage. Prison des Baumettes. Un miroir épie de surveillants dans le couloir, le maton. Nous ne sommes pas dans un film de Becker ou de Verneuil dans les années 60. Ici, pas d'Alain Delon ni de Lino Ventura. Au générique, les 1000 détenus du bâtiment A, dans la prison la plus contestée de France. Cette semaine. Après la mutinerie de l'an dernier, les règlements s'est assoupli, le décor se modifie, attention à la peinture fraîche. La première fois que je suis rentré en 82, j'avais 14 ans environ. Je suis rentré, je me rappelle, drap, couverture, plié, et celui-là propre. Et il fallait s'asseoir devant le lit. Admettons, si on ne se réveillait pas, le surveillant, il pouvait nous donner un coup de pied dans les reins ou prendre un bidon d'eau et le lancer sur le lit pour qu'on se réveille. Une prison dans la ville, 2150 détenus, 424 gardiens. Voici la promenade, ancienne bannière. 2 heures par jour et 20 heures de cellules, on les appelle toujours les camemberts. Aujourd'hui, le nouveau directeur vient de faire aménager ses cours. Et surtout, les prisonniers peuvent pratiquer des activités physiques ou culturelles, indispensables pour l'équilibre de la population pénale, pour évacuer les tensions. Il existe même un vrai terrain de football. Nouveau et inutilisé, les gardiens ne peuvent en assurer la sécurité. Ça nous fait surtout sortir de la cellule et le temps passe plus vite, donc en ayant des activités régulières surtout. Les détenus se sentent moins enfermés et donc ça fait beaucoup de bien pour le moral. Vous êtes des prisonniers heureux ici? Ah non, il ne faut pas dire ça quand même. Mais disons que ça nous améliore notre quotidien. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. J'étais avant, c'est un peu mieux maintenant comme avant, oui. Ces détenus viennent de répondre librement et de nous montrer des cellules au hasard. Pas de lavabo, pas d'eau chaude, mais la télévision et un réfrigérateur pour tous. 1 ou 2 douches par semaine. Les bâtiments dégagent une étrange impression de décontraction et d'archaïsme. On ressent une bonne amélioration, mais je vous dis, au point de vue hygiène, hein, il y aurait encore un peu des trucs à faire. Sur la table, les cafards ils vous viennent, ils vous marchent sur la... Quand vous êtes en train d'écrire, vous marchez sur les feuilles. Amélioration, activité, les mots-clés des Baumettes, rendus possibles grâce à une association de détenus, souvent qualifiés de caïds ou de meneurs politiques. Ce n'est pas du tout un syndicat, c'est une association régie par la loi 1901, enfin, contrôlée. Il faut préciser aussi que cet argent qui rentre dans les caisses de l'association, donc des frigos, des télévisions, ne sont pas l'argent des contribuables. Cet argent, ce sont les détenus qui l'amènent à l'association. Oui, même une chaîne de télévision privée, payée par les détenus. Son journal interne devient la véritable gazette, assurant la communication entre les détenus. Depuis 1 an, les automutilations et la consommation de tranquillisants ont baissé dans une proportion de 10 à 1. Les surveillants, hostiles à ce qu'ils appellent du laxisme, ont déclenché une grève, voici 1 mois, grève devenue nationale. Un gardien pour 130 détenus dans les coursives, de plus ils doivent aussi surveiller les nouvelles activités. Mais les gardiens reconnaissent que le climat change. Disons que c'est une autre forme d'agression qui se passe, c'est plutôt des agressions verbales, des palabres. Moi j'appellerais ça des palabres. Il arrive, oui, des agressions, c'est vrai, il en arrive quelques-unes, physiques. On a l'impression que vous êtes beaucoup moins en colère que vous l'avez été à une certaine époque. Qu'est-ce qui se passe? Mais la colère est passée, effectivement, car l'écoute est arrivée. Et nous sommes heureux et nous souhaitons que la consultation à laquelle nous sommes tous, le personnel pénitentiaire compris, en train de faire avec Monsieur Bonnemaison, est un grand pas en avant dans la pénitentiaire. Dans la deuxième phase, après une certaine période d'irritation, les gens comprennent
que ce qui s'est fait en fait contribue aussi à amener plus de sérénité, donc à réduire les tensions internes dans un établissement. Je crois qu'il y a a posteriori une adhésion sur ce qui est fait. Le vrai problème des Baumettes, passer du Moyen-Âge au XXe siècle. Voilà pour les conditions de vie. Mais ici, la moitié des prisonniers attendent leur jugement. Les causes profondes des révoltes viennent de là. Celui-ci attend depuis 4 ans. Que fera-t-il à la sortie? Un gars, quand il sort d'ici, on lui dit au revoir en espérant qu'on ne reverra plus, mais on n'a rien fait pour qu'il ne revienne pas. Hein. C'est-à-dire qu'il fait sa peine, le gars, il finit dans son trou, il est enfermé dans sa cellule. Quand il sort, bonne chance, mais c'est exactement comme si on lui filait un coup de pied au cul. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu mal, quoi. Il a eu mal. Hein. Et ici, ce qui se passe essentiellement, c'est de la souffrance. Et uniquement de la souffrance. Difficile de dire que les Baumettes sont un club de vacances. Tennis, ce sera Mansdorf contre Gilbert, une affiche tout à fait inattendue pour la finale du tournoi de Paris-Bercy. Au départ, il y avait McEnroe, Lecomte, Wilander, Messire et quelques autres. À l'arrivée, en finale, le numéro 1 israélien Amos Mansdorf face à l'un des moins connus des Américains, Brad Gilbert. Patrick Knaff. Amos Mansdorf au service, grimace. Difficile de jouer contre Jacob Lasek, brillant vainqueur hier de John McEnroe. Lasek est grand, puissant, mais son match de 3 heures contre McEnroe a sans doute laissé des traces. Et Mansdorf sait en profiter, tout en finesse. Mansdorf remporte le premier set au tie-break, 10 points à 8. Lasek a tout essayé, rien à faire. Mansdorf aujourd'hui lui était bien supérieur. Pourtant, jamais le Suisse n'a baissé les bras, témoin cette super amortie au filet. Il faudra aller à nouveau tie-break dans le second set. Cette fois, Mansdorf fait la différence. Il l'emporte 7 points à 2 et se qualifie pour la finale sur un très joli coup. En finale, Mansdorf rencontrera Brad Gilbert, vainqueur de Tim Mayotte dans l'autre demi-finale. Gilbert-Mayotte, c'était la finale de Bercy 87. Mayotte l'avait emporté, tout comme il avait gagné à Séoul en demi-finale du tournoi olympique. Brad Gilbert s'est vengé cet après-midi après 5 défaites consécutives face à un Tim Mayotte méconnaissable aujourd'hui. Il s'est qualifié en 2-7, 7-5, 6-3 pour une finale inédite à Bercy. La Fédération française d'équitation n'a plus de président. Jean-François Chary a présenté sa démission. L'Assemblée générale l'a accepté cet après-midi. Et puis en automobile, c'est le Grand Prix du Japon. Cette nuit, c'est l'avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1, bien sûr. Senna partira en tête devant Alain Prost. Ce Grand Prix pourrait décider de l'attribution du titre de champion du monde. Voilà, et j'ai encore à vous donner le résultat du tiercé. Alors le résultat du tiercé, le voici. 9-5-17, je vous précise en passant que c'est un tiercé que Pierrette vous avait donné. Voilà, il y avait 20 partants, donc à l'arrivée 9-5-17 pour le tiercé, les rapports 495 francs, dans le désordre 99 francs, puis il y avait aussi un quartet plus, bien sûr, 9-5-17 et le 3. Vous lisez les rapports sur votre écran. Voilà, fin de cette édition du journal. Tout de suite, José Blanc-Lapierre, juste avant Champs-Élysées, bien sûr. José Blanc-Lapierre pour la météo. Philippe Gassot, ce sera le prochain rendez-vous avec l'information. Ce sera vers 23h, à 23h même. À demain. Excellente soirée sur Antenne 2.